Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, on va parler de la lune de Neptune, Triton et de ses volcans. Mais avant de commencer, j'aimerais vous inviter à laisser les traditionnels commentaires et likes. Vous pouvez également faire un petit tour sur YouTube et vous abonner en activant la cloche. Pour les nouveaux, n'hésitez d'ailleurs pas à venir dire bonjour en commentaire afin que je puisse vous souhaiter la bienvenue. Cette intro est désormais terminée et j'ai déjà bien trop parlé. Bonne vidéo. Dans les différents épisodes, j'ai déjà souvent parlé de lunes. Qu'il s'agisse de celles de Jupiter ou de Saturne, celles-ci ont déjà souvent été mises à l'honneur. On va donc, pour cet épisode, poursuivre cette tradition, mais partir un peu plus loin, plus précisément autour de Neptune, autour de laquelle gravite Triton. Générique. On pourrait être tenté de croire que, aux confins de notre système solaire, autour des géantes que sont Neptune et Uranus, toute activité géologique est impossible pour les lunes. Ainsi, il est tentant de se les représenter comme des corps inertes, figés dans le temps et vestiges de la création du système solaire. Sauf que non, malgré leur éloignement, ces corps révèlent un aspect plus qu'inattendu. Mais cependant, avant de parler de Triton, je vais me permettre de faire une petite parenthèse pour parler de sa découverte. Triton a été découverte le 10 octobre 1846 par l'astronome anglais William Lassell, 17 jours seulement après la découverte de Neptune par celui-ci. La découverte de Triton a d'ailleurs été rendue possible en partie par John Herschel, le fils de William Herschel qui découvrit Uranus en 1781. Quand il apprit la nouvelle, John Herschel proposa en effet à William Lassell de rechercher d'éventuelles lunes, chose qu'il fit et qui porta ses fruits. Ce n'est, cependant, pas William Lassell qui nomma Triton. Ce nom lui a en effet été donné par l'astronome français Nicolas Flammarion dans son livre d'astronomie populaire, paru en 1880, nom qui est également celui du dieu grec de la mer. Il faudra, cependant, attendre l'année 1949 pour que Triton soit couramment appelé ainsi, avec la découverte de la seconde lune de Neptune, Néréide, par Gerard Kuiper, astronome néerlandais. Bien que Triton ait été découverte il y a longtemps, il faudra attendre encore plus pour en apprendre sur ce petit monde lointain. Sa distance et sa petite taille, elle a un rayon de 1353,4 km, rendent en effet son observation extrêmement compliquée. Cependant, dans le courant du 19e siècle, de premières observations mettront en évidence une orbite rétrograde, c'est-à-dire que Triton tourne dans le sens inverse du sens de rotation de sa planète, un cas unique dans notre système solaire, et qui entraînera d'ailleurs la perte de la Lune, mais j'y reviens dans un instant. La piste la plus sérieuse pour expliquer cette rotation est le fait que la petite Lune soit un objet de la ceinture de Kuiper, qui ait été capturé par Neptune, ce qui expliquerait, d'ailleurs, une forte ressemblance avec la composition de Pluton. Pour en revenir à son orbite, c'est à cause de celle-ci que, dans 3,5 milliards d'années environ, la petite Lune se disloquera et formera un anneau autour de Neptune. Triton se rapproche en effet de plus en plus, très lentement, de Neptune et finira par être totalement disloqué par celle-ci. Pour terminer avec les orbites, et comme notre Lune, Triton présente toujours la même face à sa planète. Bien que, courant du XXe siècle, on suppose que Triton est couverte d'un océan d'azote liquide et une bien plus épaisse atmosphère, un peu comme ce que l'on pensait pour Mars, le survol de la Lune par Voyager 2 en août 1989 viendra malheureusement briser beaucoup de rêves, mais également révélera un monde tout aussi fascinant. En effet, si Triton ne dispose ni de lac d'azote ni d'atmosphère épaisse, sa surface s'avère cependant assez jeune. En témoigne, par exemple, le faible nombre de cratères d'impact à sa surface, preuve d'un renouvellement régulier de celle-ci. La surface de Triton est composée principalement d'azote gelé, de glace d'eau,
de CO2 et de méthane, ce dernier étant principalement responsable de la coloration rosée à jaunâtre du pôle sud. Vient ensuite une couche de glace contenant d'ailleurs peut-être de l'eau liquide ou semi-liquide et un noyau de roche et de métal qui représente d'ailleurs 2/3 de la masse de Triton. Lune glacée oblige, sa surface n'est d'ailleurs pas sans rappeler celle d'Europe ou d'Encelade. Tout comme celle-ci, la surface de Triton est parcourue de nombreuses stries, parfois larges de 15 km, 10 fois plus que sur Europe, et longues d'1 millier. Mais là où Triton surprend, c'est par la présence d'un volcanisme. Plus précisément, d'un cryovolcanisme. Lors de son survol, Voyager 2 mettra en effet en évidence des geysers d'azote et de poussière montant parfois à 8 km d'altitude. Ces geysers restent, hélas, mal expliqués. Les mécanismes précis entraînant le réchauffement de la matière expulsée restent flous, comme beaucoup de choses à propos de cette lune, mais j'y reviendrai dans quelques instants. Il est, cependant, envisagé que les geysers soient rendus possibles grâce à un effet de serre. Mais pas un effet de serre comme on pourrait s'y attendre. Il n'est, en effet, pas issu de l'atmosphère, dense de seulement 1/70 millième de l'atmosphère terrestre, mais de composants situés sous sa surface. Ce qui collerait avec le fait que les geysers observés sont tous proches d'un point subsolaire, l'endroit où le soleil est au zénith. Son atmosphère est, d'ailleurs, créée grâce à l'activité des geysers. Si le survol de Voyager 2 n'aura permis d'imager qu'environ 40% de la surface de Triton, il aura, cependant, mis en évidence une diversité géologique assez surprenante. Par exemple, sur cette image, vous pouvez voir une partie de l'hémisphère ouest qui est un terrain dit en peau de Cantalou, de par sa ressemblance avec la peau d'un melon. Cette famille de melons comprend notamment les melons charentais, réputés pour leur chair orange sucrée. D'ailleurs, pour l'anecdote, le melon n'est en fait pas un fruit, mais un cucurbitacé, au même titre que la citrouille, les pastèques, les cornichons et les courgettes, entre autres. Cette parenthèse botanique étant terminée, je crois avoir assez digressé pour reparler de Triton qui reste, n'en déplaise au melon, le sujet principal de cette vidéo. Le terrain en peau de Cantalou, donc, est probablement l'une des zones les plus anciennes de la Lune. Il est composé, en grande partie, de glace d'eau poussiéreuse. Pour terminer de parler de Triton, on va rapidement parler de ses cratères. Car, malgré tout, Voyager a permis d'en découvrir durant son survol, 179 de ceux-ci ayant été créés par des impacts. Par exemple, sur cette photo, vous pouvez voir un ancien cratère recouvert par de la cryolave, terrain qui n'est d'ailleurs pas sans rappeler les cratères d'impact transformés en mer par les coulées de lave sur notre Lune. Les cratères d'impact sont principalement localisés sur la face cachée de Triton, dont la face visible, tout comme notre Lune là aussi, est protégée par sa planète. Pour l'anecdote, on trouve près de 60 fois moins de cratères sur Triton que sur Miranda, la lune d'Uranus. Mais d'autres cratères sont également visibles sur Triton, cette fois-ci créés par les volcans et l'effondrement des structures liées. Si, dans l'ensemble, on peut estimer avoir une bonne représentation globale de Triton, il reste encore beaucoup de zones d'ombre. Pour mieux comprendre la petite lune, il faudra donc attendre une mission dédiée, qui est actuellement en cours d'étude à la NASA, mission nommée Trident. La mission fait partie d'un groupe de 3 finalistes pour le programme Discovery. Une ou deux devraient donc être sélectionnées dans les prochains mois, et, si Trident voit le jour, elle devrait décoller à l'aide d'un lanceur Vulcan entre avril et mai 2026. Elle devrait, alors, survoler Triton le 28 juin 2038, après 12 ans de voyage, et permettre de la cartographier quasiment complètement, d'observer ses geysers, et le tout en la survolant à 500 km d'altitude. Bien que la mission ne se placera pas en orbite, elle profitera néanmoins de ce bref survol pour analyser l'atmosphère qui se termine à 800 km d'altitude. Cependant, 6 ans jour pour jour avant le survol de Triton, Trident devrait également survoler Io le 28 juin 2032, un petit bonus donc. Elle survolera également, tout comme pour Io et en désordre, 3 fois la Terre et 1 fois Vénus, afin de se catapulter vers la bonne orbite et ainsi d'économiser du carburant. Il ne reste donc, vous l'aurez compris, qu'à attendre sa possible sélection dans les prochains mois.
L'actualité sera donc extrêmement intéressante à suivre de ce côté-là aussi. Et soyez certains que c'est ce que l'on fera sur cette chaîne. En attendant, c'est sur ceci que va se clôturer cet épisode. Comme d'habitude, j'espère que vous l'aurez apprécié. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, et à bientôt pour une nouvelle dose d'espace.